Bien, bonjour à tous. Donc, je ne vais malheureusement pas pouvoir vous faire une démonstration en temps réel. Le sujet sur lequel je vais plancher aujourd'hui fait partie des travaux de la thèse de Yacine Verdré, qui malheureusement n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui pour des raisons extra-professionnelles. Et donc, je prends le relais. Et c'est pas au pied levé parce que j'étais prévenu hier à midi, donc j'ai eu le temps de préparer, j'espère plus ou moins. Il manque donc le travail de thèse de Yacine, c'est effectué dans le cadre d'un projet collaboratif entre l'Institut de technologie du FCBA et le laboratoire INESEM. Et la problématique, elle est toute simple, c'est que l'Institut de technologie du FCBA faisant également ce qu'on appelle de la certification. Donc la question ou la problématique ou la question qu'on a été amené à nous poser, on peut la décomposer en trois sous-parties. La première, c'est comment qualifier les structures, les murs à ossature bois de façon générale, et les structures qui utilisent comme panneau le panneau de type OSB 3 qui peut être utilisé même dans des zones humides, sachant que c'est à peu près 3/4 du marché en France. Ça, c'était le premier objectif. Le second objectif, c'est qu'on constate qu'il y a une forte émergence de l'utilisation du process de fabrication par des assemblages agrafés, parce que tout simplement, c'est très rapide. Donc, en termes de coût, les industriels sont très intéressés par l'utilisation de ce process-là, mais qui n'est pas encore certifié. Et le troisième point, c'était d'aller chercher une méthode, ou d'utiliser une méthode qui serait conforme, on va dire, à la nouvelle façon de voir lorsqu'on fait du parasismique, à savoir les notions basées sur la performance et la performance sismique, ici en l'occurrence. Donc voilà 3 points que je vais essayer plus ou moins d'évoquer. Donc là, vous avez à droite, en bas, un panneau de type MOB OSB. Voilà pour ce qui est du mur en bois. Pour ceux qui sont familiarisés à l'utilisation des méthodes de dimensionnement dites parasismiques, qu'il s'agisse de structures existantes ou de structures nouvelles, si je devais les présenter de façon rapide, vous avez, si on les présente dans ce repère-là, précision et rapidité. On peut voir que donc, au niveau du bureau d'études, ce qui est utilisé le plus souvent, c'est principalement les méthodes dites linéaires, en particulier les méthodes force latérale ou les analyses multimodales. Bon, elles sont très rapides en termes d'utilisation, de calcul, on va dire ça comme ça, mais en termes de précision, ça quelque peu problématique. D'un autre côté, vous avez les méthodes dites d'analyse dynamique non linéaire, qui sont très précises, par contre très coûteuses. Et ce qu'on souhaitait nous voir ou prospecter, c'est aller chercher des méthodes qui sont de plus en plus couramment utilisées pour les structures, par exemple en béton armé et en construction métallique, très peu pour les structures bois. Donc, allez utiliser les méthodes ASNL qui ne font l'objet, si on regarde de près l'Eurocode 8, qui ne font l'objet que d'une annexe informative. Donc, voilà notre objectif. Et bon, j'espère que c'est assez précisé sur ce diagramme. C'est relativement précis et relativement rapide. Donc le plan, de façon assez rapide, va caractériser d'abord le comportement des murs à ossature bois du point de vue cyclique, un mot sur les méthodes capacitives, un mot sur la façon dont l'analyse de vulnérabilité sismique a été réalisée, et on terminera par quelques conclusions et perspectives. Donc juste pour fixer et situer les idées, là. Donc vous avez ici un mur à ossature bois, les agrafes dont je parlais tout à l'heure. Donc elles peuvent être par rapport au fil du bois, dans deux directions. Elles peuvent être parallèles au fil du bois, par exemple pour les montants verticaux, mais elles sont également perpendiculaires au fil du bois, ce qui amène de la complexité par rapport au comportement global. Ces murs ont été testés à plusieurs vitesses de sollicitation en termes de chargement cyclique. Là, je vous en présente qu'une partie. C'est les murs à ossature bois qui ont été testés à une vitesse de 12 mm par seconde, conforme à une certaine norme, la 12521, pour ceux qui se connaissent un tout petit peu. Le chargement vertical représente tout simplement une masse qui est appliquée, qui
présenterait, on va dire, soit la toiture, soit l'étage qui est au-dessus. Et cela donne ce genre de résultats expérimentaux. Hein. Donc vous avez ici la loi comportement ou force globale, force généralisée, déplacement généralisé cyclique pour 2 murs. Et on peut constater qu'il y a quand même quelques différences au niveau du comportement. Les essais ont été faits à déplacement imposé. Hein. Donc on constate tout de même une certaine variabilité sur la courbe enveloppe que vous pouvez observer ici, aussi bien du côté positif, peut-être un peu moins du côté négatif sur cet exemple-là. Mais on a sous la main d'autres essais où on a une dissymétrie du comportement et de la variabilité des 2 côtés. Donc on va parler d'incertitude aléatoire. Voilà pour ce qui est de la caractérisation, de façon de simplifier. Un mot sur la méthode dite capacitive. Alors il y a plusieurs méthodes statiques non linéaires. Hein. L'enjeu ici, c'est de reproduire des résultats que me donnerait une analyse dynamique, alors qu'on n'en fait absolument pas. Donc vous avez ici 2 entrées. La première entrée, qui est liée à la structure. Donc les courbes cycliques, une courbe qui est enveloppe, et dans la démarche suivie, en règle générale, on simplifie les choses. On va utiliser une courbe idéalisée bilinéaire. Alors cette courbe idéalisée bilinéaire est projetée dans un repère spectral, un spectre d'accélération en fonction du spectre de déplacement. Voilà pour ce qui est de la structure. Pour ce qui est des actions ou de l'action sismique, vous avez ici les spectres normalisés de l'EC8 pour différentes classes de sol. Et pareil, de la même manière, on projette ces spectres-là dans un plan spectral déplacement-accélération. L'idée derrière est qu'en combinant, en couplant les 2 courbes dans un même plan de représentation, vous êtes capable de déterminer le déplacement maximal que va subir votre structure, et connaissant ce déplacement maximal, vous êtes capable de déterminer toutes les entités, toutes les variables dimensionnantes de votre structure. Alors on n'a pas uniquement ce genre de représentation. S'il n'y a pas d'incursion dans le domaine linéaire, vous avez plutôt cette intersection-là. Et si on va plus loin, si on dépasse les propriétés plastiques du sol, si on dépasse la période caractéristique du sol, on a une projection dans un sens. Donc ce qu'il faut retenir, c'est principalement le point d'intersection qui est le point qu'on qualifie également de performance. Je vais passer maintenant à l'analyse de vulnérabilité. Donc on a essayé d'intégrer, dans le cadre de la thèse de Yacine Verdrey, 2 types d'incertitudes, hein, les incertitudes aléatoires et les incertitudes épistémiques. Là, je vous montre principalement celles qui sont liées qu'on peut qualifier d'aléatoires. Hein. En particulier pour le matériau, peut-être que le terme n'est pas tout à fait propre, c'est plutôt les incertitudes liées aux caractéristiques, non pas des matériaux, mais de la structure. Comme on utilise une loi idéalisée, très simplifiée, vous avez 3 paramètres, et on va supposer ou présupposer que ces 3 paramètres suivent une distribution de type log normal. Ce que vous avez à gauche. À droite, la façon d'intégrer ou d'introduire l'incertitude liée aux actions sismiques passe par la génération, en faisant appel au processus stochastique, hein, en particulier la méthode, pour ceux qui s'y connaissent, de Van Mark et Gasparini. Donc on simule pas directement ces courbes-là, hein. On simule des signaux sismiques, c'est-à-dire des accélérogrammes, et à partir de ces accélérogrammes, on définit des spectres, et vous avez ici les spectres représentés dans le repère accélération période propre qui caractérise la structure et transformés dans le plan spectral déplacement accélération. On va essayer de comparer nos méthodes à des méthodes que j'ai qualifiées tout à l'heure de beaucoup plus précises, les méthodes d'analyse dynamique non linéaire, hein, et on va essayer d'intégrer 2 paramètres, 2 indicateurs du sol. Un qui est très classique, à savoir l'accélération maximale du sol, et un qui l'est un peu moins, c'est le spectre d'accélération de la structure, et qui intègre le filtre de la structure, mais qui, comme on le verra à la fin, est beaucoup plus parlant si on veut faire du vrai dimensionnement. Bien. Pour faire de la vulnérabilité, on est obligé de définir des classes de dommages. Là, on en a défini 4, de dommages limités aux dommages significatifs, quasi-effondrement et ruine. Ces seuils de classes de dommages ont été identifiés expérimentalement. Pour ceux qui s'y connaissent, au niveau de l'Eurocode 8, par exemple, vous n'avez absolument rien. Donc là, on propose 3 seuils.
Ils sont exprimés de la façon la plus simplifiée possible en fonction de la hauteur. Mais s'agissant de lois élastoplastiques parfaites, je peux dire qu'elles sont également exprimées en termes énergétiques et les comparer par rapport à d'autres indicateurs du type Park et Young. Bien, une fois qu'on a défini ces classes de dommages, on peut construire nos courbes de fragilité. Là, je vous en montre une. Sur les simulations obtenues, ou plutôt les résultats obtenus par les simulations de Monte-Carlo, on a essayé de coller les distributions, on va dire, théoriques les plus adaptées, et il s'avère que, moyennant quelques critères, que la loi de Weibull à 3 paramètres est la plus adaptée et la plus appropriée. Bien, je fais cela pour toutes les classes de dommages. Vous avez ce genre de résultats exprimés en fonction soit de l'accélération maximale du sol, soit de l'indicateur dont je parlais tout à l'heure, le spectre d'accélération de la structure. Donc, à partir de là, on les a comparés. Donc, ça, c'est ce qui est obtenu avec la haute capacité capacitive. On a essayé de les comparer par rapport à des résultats censés être un peu plus précis. C'est ce que vous avez en pointillé, c'est les résultats obtenus par la méthode dynamique non linéaire. Et on constate qu'en faisant appel à ce paramètre SA que j'ai évoqué, on est un peu plus précis. On décrit de meilleure manière la façon dont votre structure, ou la probabilité d'atteinte ou de dépassement de la classe de dommage concernée. Voilà, je m'arrête là. Je vais conclure par quelques mots. On a essayé d'appliquer ce qui peut être considéré comme une démarche innovante, la méthode capacitive aux éléments de mur avec diaphragme agrafé. La courbe de poussée progressive est obtenue par un essai cyclique. On a proposé, mais ça reste perfectible bien sûr, des états, une définition d'état ou de classe de dommage. Il apparaît à reconfirmer que la loi de Weibull à 3 paramètres est assez adaptée, contrairement à l'idée plus ou moins dominante qui dit que c'est plutôt la loi normale qui prévaudrait. Les courbes de fragilité qui ont été construites montrent que le paramètre spectre d'accélération est beaucoup plus intéressant que celui qui ne dépendrait que de l'accélération maximale du sol. Et je m'arrêterai là. Je vous remercie.